Svetlana Komiakova se tenait dans la petite boutique de réparation de téléphone de Kirill, un ami de longue date. Elle avait apporté le téléphone de son mari, Romain, pour le faire réparer. Kirill, en levant les yeux de son travail, lui avait demandé avec un ton grave, « Il faut que tu bloques toutes les cartes et que tu changes les serrures. » Svetlana, déconcertée, ne comprenait pas. Que se passait-il? Kirill lui montra l'écran de son téléphone, où un message programmé était affiché. Elle se remémora ce matin d'octobre, un mardi ordinaire à Paris. Elle avait pris une petite décision, celle de faire réparer le téléphone de Romain, qui traînait avec un écran fissuré depuis des semaines. Je vais le faire moi-même, avait-elle pensé. Svetlana, 66 ans, avait été mariée à Romain pendant 41 ans. Ils avaient élevé 3 enfants dans leur appartement ancien, un bâtiment qui avait vu passer des générations. Romain, dentiste, continuait de travailler 3 jours par semaine, bien qu'il évoquait de plus en plus souvent l'idée de prendre sa retraite. Ce matin-là, Romain était déjà parti pour son cabinet. La veille, il avait fait les 100 pas dans la cuisine, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. Quand elle lui avait demandé ce qui le préoccupait, il avait souri, ce sourire qu'il réservait à ses patients nerveux. « Ce n'est rien, juste des questions de paiement », avait-il dit. Après tant d'années, Svetlana savait qu'il était inutile de discuter quand il prenait ce ton. Ils avaient un équilibre, lui gérait les finances, elle s'occupait de la maison. La boutique de Kirill se trouvait entre une petite cafétéria et une librairie. C'était un endroit où les gens se connaissaient, où les relations comptaient plus que les prix. Kirill avait réparé des appareils pour toute la famille pendant près de 15 ans. Sa fille avait même participé à son club de lecture. En entrant dans la boutique, le carillon avait tinté. Kirill leva les yeux, ses lunettes glissant sur son front. « Svetlana, que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-il. Elle lui montra le téléphone de Romain. « Ça fait un mois qu'il est fissuré. Il n'a pas encore eu le temps de le faire réparer. » Kirill, avec un sourire complice, lui dit de laisser le téléphone et qu'il le ferait pour le soir même. Elle lui dicta le code de déverrouillage, la date de naissance de sa mère, un code qu'il utilisait depuis toujours. « Parfait, je t'appellerai quand ce sera prêt. » La journée continua comme d'habitude. Elle fit sa séance de yoga au centre communautaire, puis retrouva sa vieille amie Marguerite pour déjeuner. Marguerite parlait de la séparation de sa fille, et Svetlana l'écoutait, fatiguée de voir ses enfants faire les mêmes erreurs qu'elle avait tenté de prévenir. Dans l'après-midi, elle se rendit au marché et acheta du saumon sauvage, le plat préféré de Romain. Elle ne se souciait pas du prix, elle voulait juste voir son sourire. À 15h30, Kirill l'appela. « Svetlana, tout est prêt, mais il faut que tu viennes, et de préférence seule. » La voix de Kirill avait un ton qu'elle ne lui avait jamais entendu, presque inquiet. Elle prit la route pour la boutique, comptant les minutes. À 66 ans, elle ressentait chaque instant comme un battement de cœur. Kirill l'attendait à la porte, verrouillant derrière elle. Il la conduisit dans l'arrière-boutique, là où il travaillait habituellement. Le téléphone de Romain était sur la table, avec un nouvel écran parfaitement lisse. « Svetlana, écoute-moi attentivement, » dit Kirill, utilisant un ton familier. « Il faut que tu bloques toutes tes cartes et que tu changes les serrures. Maintenant. » Elle se figea, s'accrochant au bord de la table. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Kirill expliqua qu'en transférant les données pour vérifier l'écran, il était tombé sur un message programmé. Il avait hésité à le regarder, mais il avait finalement décidé que cela devait être montré. Il lui tendit le téléphone, et elle lut les messages. Ils n'étaient pas des déclarations d'amour, mais des instructions froides et détaillées. Police d'assurance vie dans le coffre. Code 3217. Paiement tilde, 9 millions. Signature de Svetlana pour le stockage. Pas de question. Elle déglutit, le cœur lourd.
Les mots résonnaient dans sa tête. Romain avait planifié sa mort. Il prépare quelque chose, murmura Kirill, son visage blême. Tu dois en parler à quelqu'un. Mais Svetlana secoua la tête. Non, pas encore. Elle savait que si elle appelait la police, Romain pourrait tout nier. Elle devait agir avec prudence. Je dois copier ses messages. Chaque mot. Ensuite, tu me rendras le téléphone comme si rien ne s'était passé. Tu es d'accord? Kirill acquiesça, bien que son visage trahisse l'inquiétude. Elle se remémora les derniers jours, les regards furtifs de Romain, ses vérifications constantes de son téléphone. Il avait planifié sa mort avec la même minutie qu'il planifiait leurs vacances. Elle se promit de découvrir qui était cette mystérieuse, elle, mentionnée dans les messages. Je vais m'assurer que les seules funérailles en janvier soient celles de sa réputation, murmura-t-elle. Kirill prit des photos des messages, et elle se força à lire à nouveau, non pas avec choc ou peur, mais avec détermination. Romain avait fait une erreur fatale, il l'avait sous-estimé. Elle sortit de la boutique, le cœur lourd mais résolu. Le soleil se couchait sur la Seine, brillant d'une lumière dorée, tout en cachant un plan soigneusement élaboré. Romain voulait qu'elle meure avant le 12 janvier. Elle se mit à sourire. Elle avait préparé le saumon comme elle le faisait depuis des décennies, mais cette fois, elle vivait dans un autre monde, un monde où elle n'était pas la victime. Quand Romain rentra à la maison, elle l'accueillit avec un sourire. « Ça sent bon », dit-il, en l'embrassant sur la joue. Elle remarqua que ses lèvres étaient froides. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. « Comme d'habitude », répondit-il, en retirant sa cravate. Elle lui parla de son passage chez Kirill, surveillant ses réactions. Il ne montra aucun signe d'inquiétude. Ils dînèrent ensemble, discutant des banalités de la vie quotidienne, mais dans l'esprit de Svetlana, un autre plan se mettait en place. Elle était prête à découvrir la vérité, et rien ne l'arrêterait. Svetlana observait Romain avec une attention nouvelle, une tension sourde s'installant entre eux. Elle se remémorait les derniers jours, les regards furtifs de son mari, ses vérifications incessantes de son téléphone. Il avait planifié sa mort avec la même minutie qu'il organisait leurs vacances. Elle se promit de découvrir qui était cette mystérieuse, elle, mentionnée dans les messages. Après le dîner, Romain se dirigea vers son bureau, un sanctuaire rempli de revues dentaires et de rapports soigneusement classés. Svetlana se mit à nettoyer la cuisine avec la même précision qu'elle avait utilisée pour cuisiner le poisson. Une fois la cuisine impeccable, elle monta dans leur chambre, un espace empreint de souvenirs. La literie était aussi ancienne que leur mariage, et les photos sur la commode racontaient l'histoire de leur vie ensemble, le mariage, les enfants à différents âges, les petits-enfants. Les lunettes de Romain traînaient sur la table de nuit, tandis que ses romans policiers reposaient sous la lampe. Svetlana s'assit à son petit bureau, ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Elle était un indice trop vague, mais Romain était un homme de routine, et les habitudes laissaient des traces. Elle se connecta à sa messagerie. Le mot de passe, qu'elle connaissait depuis des années, était la date de naissance de sa mère. Il n'avait jamais caché ses comptes, pourquoi le ferait-il? Elle était Svetlana, la femme dévouée. Dans sa boîte de réception, rien de particulier. Des rendez-vous, des commandes de matériel, des envois d'informations sur des investissements. Elle remonta le fil des 3 derniers mois, cherchant des traces de Lara. Rien. Elle vérifia les messages envoyés et la corbeille. Le temps pressait. Le parquet grinçait sous le poids de Romain qui se dirigeait vers la cuisine pour son thé du soir. La maison résonnait des bruits familiers, tandis qu'elle continuait ses recherches. À 23 heures, elle trouva enfin une première piste. Une petite enveloppe, facilement négligée. Gestion de la pratique. Entre des courriels sur le planning et les achats,
un message de 3 mois adressé à une certaine Lara Hardin. Le contrat est prêt pour votre révision. Une fois finalisé, nous avancerons dans le partenariat. Des documents financiers étaient joints. Comme vous pouvez le voir, la pratique est suffisante pour deux. Un partenariat. Lara n'était pas qu'une simple liaison. Du moins, pas seulement. Elle ouvrit la pièce jointe. Un état financier détaillé du cabinet de Romain, et les chiffres ne correspondaient pas à ceux qu'il avait déclarés aux impôts. La pratique était évaluée à près de 25 millions d'euros, 3 fois plus que ce qu'elle avait estimé. En bas, une note. Plan de liquidation des actifs. Janvier. Elle parcourut d'autres courriels de Lara Hardin. Cet autre message, tous soigneusement cachés dans la même petite enveloppe. L'histoire se révélait comme une photo dans un révélateur. D'abord technique. Évaluation des acheteurs potentiels. À partir du 3e message, le ton changea. Merci pour votre délicatesse concernant la transition personnelle. Comme nous en avons discuté, une rupture nette avec l'ancienne situation accélérera la vente et le déménagement. J'attends notre nouveau format. L'ancienne situation, c'était elle. Dans un courriel doux, elle avait réservé un appartement à Nice. 2 chambres. Vue sur la mer, comme demandé. Nous pourrons conclure la vente dès que vous aurez réglé vos affaires à Paris. Elle ouvrit la pièce jointe. Mur blanc, grande fenêtre et un reflet de la mer. Prix, 25 millions. Achat après régularisation de tous les problèmes, c'est-à-dire après sa mort et la vente de la pratique de Romain. Elle prit des captures d'écran et s'envoya tout par mail sur une adresse qu'il ne connaissait pas. Elle nettoya son historique et ferma tout. Il était déjà minuit quand elle se glissa sous les draps à côté de son mari. Il dormait, ronflant doucement, une main sur son oreiller. Combien de nuits avait-il partagé ainsi, combien de matins elle s'était levée à ses côtés? Comment avait-elle pu ne pas voir ce qui se cachait sous la surface lisse de leur vie? Peut-être l'avait-elle vu, mais avait choisi de ne pas regarder. Le lendemain, elle se rendrait à la bibliothèque, celle où elle avait travaillé pendant 37 ans. Là-bas, il savait comment chercher. Elle connaissait des gens en qui elle avait confiance. Elle découvrirait tout sur Lara Hardin et sur leur projet pour faire de janvier son dernier mois. Le matin venu, elle se dirigea vers la bibliothèque Mayakovsky, notre bibliothèque centrale. Elle connaissait chaque tournant de l'escalier, chaque catalogue, et surtout, les personnes qui savaient comment faire émerger les réponses. Marina Andreeva leva les yeux de son écran et sourit sincèrement. « Tu nous as manqué. » Svetlana répondit avec un sourire. « Marina, j'ai besoin d'une consultation discrète sur le partenaire commercial de Romain. Pas de gros titres, juste une vérification. Il semble qu'il envisage de vendre sa pratique. Je dois comprendre qui est à ses côtés. » Marina se fit immédiatement sérieuse. Elles avaient travaillé ensemble pendant des années. Elle savait tirer les fils d'une histoire. Non, Lara Hardin. Lettre L, consultante. Secteur médical. Elles se fermèrent dans son petit bureau. Marina tapotait sur les bases de données comme une pianiste. Égrule, dossier judiciaire, registre foncier, profil, tout ce qui semblait insignifiant commençait à prendre forme. 42 ans, dictait Marina. Spécialisation dans l'accompagnement des transactions médicales. Au cours des 5 dernières années, une douzaine de ventes, principalement en dentisterie et cliniques privées. Basée à Paris, elle voyageait souvent dans le sud. Elle a changé d'adresse pour Saint-Pétersbourg il y a 1 an. Où habite-t-elle? Demanda Svetlana. Elle a acheté un appartement il y a 6 mois, près de l'eau, sur la presqu'île de Pétrograd. Marina plissa les yeux. Payé en espèces par le biais d'une société écran. Continuons. Svetlana sentait son cœur s'accélérer.
L'argent de cette société provient du compte de... Elle s'arrêta et tourna son regard vers Svetlana. Oh, la dentisterie de Romain Kamiakov. Quelque chose se brisa en elle. Il lui avait acheté un nid avec leur argent. Pendant ce temps, il lui parlait de souvenirs et de mémoire. Continue, dit-elle. Marina acquiesça et parcourut d'autres registres. Des dettes il y a 2 ans, une société fermée avec des créances, des saisies. Puis elle s'arrêta de nouveau. En région parisienne, il y a 3 ans, une enquête pour fraude concernant un client âgé. Formulation. Possible vente forcée, gestion d'actifs. L'affaire a été classée sans suite. Un client âgé. Svetlana serra instinctivement son stylo. Elle avait 66 ans. Romain en avait 68. Une chaleur soudaine l'envahit, bien que le radiateur sous la table chauffât comme un four. Je vais creuser davantage, murmura Marina. Je vais consulter les journaux, les rapports. Merci, répondit Svetlana. Et regarde aussi les transferts de la pratique de Romain au cours des 6 derniers mois. Tout ce qui va à cette Ardine et à sa société. Elles travaillèrent pendant 3 heures. Svetlana observait comment un dossier soigné et sans émotion se formait devant elle, avec des montants, des dates, des adresses, des postes, des signatures. Chaque ligne était un petit morceau d'une histoire inquiétante, mais qui s'assemblait comme des briques. Le téléphone sonna, c'était Romain. Elle décrocha. Svetlana, où es-tu? Sa voix était tendue, comme une corde. Rentre à la maison. Nous avons un invité. Qui? Une pause. Le docteur Pastoukov est passé. Tu étais nerveuse, tu n'as pas pu venir au cabinet. Il a accepté de faire un détour. Nous allons discuter du dépistage cognitif qu'il a entre les mains. Quel dépistage? La gorge de Svetlana se dessécha. Je n'y suis pas allée. J'y suis allée le mois dernier. Sa voix devint immédiatement patiente et réprobatrice, comme avec une élève distraite. Svetlana, c'est justement de cela dont nous nous inquiétons. Elle raccrocha. Pendant quelques secondes, elle fixa l'écran noir, puis inspira profondément. Des documents falsifiés, murmura-t-elle. Il prépare le terrain. D'abord l'oubli, puis le diagnostic, et ensuite des accidents, des médicaments, une chute dans les escaliers, du monoxyde de carbone. Les documents crieront que tout est logique. Marina pâlit. Faut-il appeler la police? Avec quoi? Des courriers et des transferts qui peuvent être expliqués par des affaires? Des conversations qu'il qualifiera de blagues? J'ai besoin de preuves. C'est un fait. Svetlana se leva. Ses jambes n'étaient pas flasques, elles étaient solides. À ces moments-là, le corps se rappelle soudain de tout ce qu'il a vécu et de ce sur quoi il repose. Je vais rentrer chez moi, dit-elle. Je vais passer son test à la perfection, puis je commencerai à déconstruire leur plan pièce par pièce. Svetlana, Marina, s'il te plaît, termine de vérifier Ardine sur tous les aspects. Clients, transactions, plaintes, tous ces partenariats. Et compile les transferts de la pratique de Romain par date, pour qu'on voit quand et combien a été envoyé. Si je ne donne pas de nouvelles, tu apportes ce dossier à la police et à un avocat. Tu sortiras, dit-elle, puis elle lui prit soudain la main. Sois prudente. Le trajet jusqu'à la maison sembla plus court que d'habitude. L'air était humide, chargé de l'odeur de la mer. Les voitures avançaient lentement sur la route. Les gens vaquaient à leurs occupations, comme si personne ne préparait des funérailles pour janvier. Sur l'allée, un élégant Mercedes argenté brillait au soleil. Elle se regarda dans le rétroviseur, se coiffa et retoucha son mascara. Elle devait avoir l'air comme elle l'avait toujours été, posée, calme, adulte. Dans l'entrée, l'odeur du vin et de la lavande émanait du placard.
Dans le salon, 2 personnes l'attendaient, Romain, en tenue décontractée, et le docteur, assis correctement dans un fauteuil. Sur la table basse, une chemise étiquetée « Évaluation cognitive » attendait. Kamiakov, enfin, ma chère, dit doucement Romain. Le docteur s'inquiète. Asseyez-vous, Svetlana, dit le docteur Pastoukov en prenant la chemise. Nous avons quelques observations. Vous vous souvenez que le mois dernier, vous êtes venu me voir pour un test? Svetlana s'installa dans le fauteuil, croisa le regard du docteur et lui sourit, comme une femme ayant partagé 40 ans de mariage. Calmement, avec une pointe d'ironie. Je me souviens de tout ce qui m'est nécessaire. Maintenant, procédons dans l'ordre. À cet instant précis, elle comprit que ce ne serait pas sa mémoire qui flancherait aujourd'hui, mais leur légende. Le docteur Pastoukov étala des documents sur la table, ajusta ses lunettes et sourit avec cette douceur professionnelle qui désarme les patients anxieux. Commençons. Svetlana, pouvez-vous me dire quelle année nous sommes? 2024, octobre, mardi après-midi, répondit-elle sans hésitation. Vous portez aujourd'hui une cravate bleue à rayures. C'est un cadeau d'anniversaire de votre femme, Marina. J'y étais. Et vous sentez l'antiseptique et les bonbons à la menthe que vous gardez dans le tiroir de votre bureau. Il cligna des yeux, légèrement gêné. Romain était assis un peu à l'écart, les mains posées sur ses genoux, le visage impassible. Très bien, dit le docteur. Répétez ces chiffres dans l'ordre inverse. Elle le fit. Dessinez une horloge et placez les aiguilles sur 2 heures. Elle traça soigneusement un cercle et dessina les aiguilles. Nommez 3 mots, je vous demanderai de vous en souvenir plus tard. Nommez en 5, dit-elle doucement, et les répéta 10 minutes plus tard sans hésitation. Pendant 40 minutes, elle répondit avec clarté et politesse. Elle savait quand sourire, quand préciser. Elle remarqua comment la fausse confiance du docteur s'effaçait peu à peu, tandis que le coin de l'œil de Romain tremblait imperceptiblement, un détail que seule une femme ayant partagé sa vie pendant 40 ans pouvait déceler. Enfin, le docteur Pastoukov plia les feuilles et ferma la chemise. À ce jour, je n'observe aucun trouble cognitif. Peut-être qu'au dernier test, il a cherché un mot. Il y avait des distractions. Peut-être, acquiesça Svetlana. Ou peut-être que le dernier test n'a jamais eu lieu. Un silence épais s'installa. Romain se pencha légèrement en avant. Svetlana, tu es confuse? Non, Romain. Romain se tenait dans le cabinet du docteur Pastoukov, le visage impassible, tandis que Svetlana, sa femme, feuilletait une épaisse chemise de documents sur la table. Elle avait remarqué une anomalie dans le rapport médical. « Vous pouvez me dire quelle année nous sommes ?» demanda-t-elle, le regard perçant. Elle s'était levée, prenant la chemise avec elle. « Voici écrit que l'examen a eu lieu le 12 septembre. Ce jour-là, j'étais à Paris pour une conférence. J'ai des billets, un hôtel, des photos avec des collègues. Combien de justificatifs vous faut-il ?» Elle retourna le titre de la feuille. Et puis, regardez, le logo sur votre papier est ancien. Vous l'avez changé au printemps, et l'adresse de votre bureau est 240, alors que votre cabinet est au 204. J'y suis allée des dizaines de fois. Qui a imprimé cela? C'est mal fait. Le visage du docteur devint rouge. Il jeta un coup d'œil à Romain, qui restait calme, mais ses doigts s'étaient crispés sur le bras de son fauteuil. Il doit y avoir une erreur dans le bureau, balbutia le docteur, rassemblant rapidement ses papiers. Je vais vérifier avec l'infirmière qui a préparé le dossier. Vérifier, dit-elle. Et aussi, comment se fait-il que les observations sur ma prétendue oubliette soient d'abord apparues dans votre conversation avec mon mari, puis dans ce dossier? Le docteur se leva si vite qu'il sembla brûler sur son siège. Je vais devoir y aller. Nous avons tous besoin de nous calmer.
Pas nous, rétorqua Svetlana. Vous, oui. La porte claqua derrière lui. Ils restèrent seuls. 41 ans de mariage se tenaient entre eux comme un meuble encombrant, lourd et soudainement étranger. Svetlana, commença Romain, choisissant ses mots avec soin. Je comprends que cela puisse sembler étrange. Mais tu dois me croire. Je m'inquiète pour toi. Avec les escaliers, avec cette mémoire défaillante. Je voulais le meilleur pour toi. Tu voulais le plus simple, répondit-elle calmement. Vendre la pratique. Acheter un appartement au bord de l'eau pour ta partenaire, falsifier des documents et maintenant, tu prépares discrètement ma faillite. Un instant, le masque tomba. Il s'approcha, saisissant son poignet. Pas douloureusement, juste assez pour qu'elle comprenne. Personne parmi leurs amis ne lui avait jamais parlé ainsi. Tu fouilles dans mes affaires, murmura-t-il, la voix rauque. Dans mes dossiers, dans tes dossiers non protégés, répliqua-t-elle en retirant son bras. Tu ne cachais rien, parce que tu pensais que je ne regarderais pas. Cette sous-estimation est ta plus grande faiblesse, Romain. Il passa une main sur son visage, retrouvant un ton mielleux, mais elle pouvait voir la rugosité sous-jacente. Soyons honnêtes. Oui, je prévois de vendre la pratique. Oui, Lara m'aide. Nous nous sommes rapprochés. Je ne savais pas comment te le dire. Dis-le, je prévoyais que ma femme meure d'ici janvier. C'est de la folie. Il secoua la tête. Tu fantasmes. Ces messages, c'était une blague, un jeu. Dans ta blague, tu as noté les montants d'assurance et la séquence d'actions chez le notaire. C'est un jeu coûteux. Il s'appuya contre le dossier du fauteuil, plongeant son regard dans le sien, comme s'il s'agissait d'une opération délicate. Sans pitié, juste du calcul. Écoute attentivement. Selon le testament, tout ira aux enfants. Je suis l'exécuteur. Les décisions médicales me reviennent aussi, si tu commences à avoir de réels problèmes. Les documents sont déjà chez le médecin. Il y a suffisamment d'enregistrements pour te diriger vers une évaluation hospitalière. 3 jours, et tu auras un épisode officiel. Alors, personne n'écoutera tes versions. Ni la police, ni les enfants. Le docteur Pastoukov n'est pas ton allié aujourd'hui, dit-elle. Et tu le sais. C'est un ami depuis 20 ans. Nous jouons au golf, nos femmes s'entendent bien. Il se protégera, et cela signifie qu'il confirmera que tu es instable. Et si tu essaies de dire quoi que ce soit à quelqu'un, je ferai une hospitalisation d'urgence. Tu sortiras, si tu sors, avec un tampon. C'est tout, Svetlana, ta partie est terminée. Elle comprit 2 choses immédiatement. D'abord, elle avait attaqué trop tôt. Elle voulait lui faire face avec des preuves, sans avoir solidifié son dossier. Deuxièmement, elle avait encore un coup à jouer. Que faire maintenant, demanda-t-elle doucement. Il regarda sa montre. Je vais passer un appel. Ensuite, nous nous asseyons et discutons calmement de la manière dont nous nous séparons sans scandale. Ou bien, il leva le téléphone, j'organise ton hospitalisation. Il entra dans son bureau et ferma la porte. Dans la maison, le tic-tac de l'horloge sur le buffet et le bruit de l'air dans les radiateurs résonnaient. Son téléphone vibra dans son sac. Un message de Marina. Trouvé urgent. Viens à la bibliothèque. Ne téléphone pas. Elle prit son manteau, son sac, ses clés. Dans l'entrée, la voix de Romain résonna. Où vas-tu? Je sors prendre l'air, répondit-elle. Nous n'avons pas fini. C'est fini. Si tu sors, je vais appeler. Appelle. Elle boutonna son manteau lentement. Et moi, si besoin, j'appellerai nos enfants et leur raconterai tout ce que tu as écrit à Elardina.
Voyons dans quel service tu te réveilleras demain, chez l'enquêteur ou chez l'avocat. Il blêmit. Il comprenait peut-être cela. Mais même une fine fissure dans la confiance peut parfois briser toute la structure. Il se tenait dans l'embrasure de la porte avec le téléphone collé à l'oreille, regardant comment elle nouait son écharpe. Elle ouvrit la porte et sortit dans le hall d'octobre, frais, sentant la peinture et le métal des boîtes aux lettres. L'ascenseur descendait lentement, comme un vieil homme. Dehors, la nuit tombait déjà. Elle monta dans sa voiture, inspira plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis 2 jours, et démarra le moteur. Marina écrivait à nouveau, pas au téléphone, c'est important. Elle tourna vers la rue de la République. Les phares glissaient sur le bitume mouillé, les vitrines se reflétant comme dans l'eau. Le monde autour vivait sa vie ordinaire. Café à emporter, un couple avec un chien, un conducteur fermant les portes du tramway. Et personne ne savait qu'un plan soigneusement élaboré venait de fuir. Elle n'imaginait pas encore ce que Marina allait poser devant elle dans un quart d'heure, mais elle savait qu'après cela, il n'y aurait pas de retour en arrière. Dans le bureau de Marina, il faisait calme, seul le ventilateur bourdonnait sous la table. Elle tourna l'écran vers elle. Regarde, il y a 8 mois, un article de RBK Moscou. Le propriétaire d'une clinique dentaire a été retrouvé mort. Suicide présumé par médicament. À côté, un consultant non nommé pour la vente de la pratique, vérification pour violation financière. Et le nom de Lara Ardina apparaît. Aucune accusation n'a été portée, l'affaire a été rapidement classée. Marina cliqua sur l'article suivant. Il y a 2 ans, en banlieue de Moscou. Presque le même schéma. Accident dans le garage. Monoxyde de carbone. Consultant. Ardina. Et un autre vieux cas. J'ai juste une coupure d'archives. Un dentiste dans la région de Leningrad. Mort subite, vente, liquidation d'actifs. Elle est partout, tout est propre. Ses doigts se refroidirent. Il pense qu'il l'utilise, dit-elle. Mais elle l'utilise. Il m'élimine, part proprement, puis elle l'élimine proprement et prend tout. C'est fini. Tu dois aller à la police. Marina la regarda droit dans les yeux. Avec quoi? Avec des coïncidences indirectes et des virements qui peuvent être expliqués par la rémunération du consultant? Ils préparent déjà une piste en papier sur ma mémoire. Ils vont tout étaler. Je dois les prendre en flagrant délit. Sur le fait. Et je dois aussi la voir. Svetlana, n'y va pas seule. Marina posa sa main sur la sienne. Seule, je suis sous-estimée encore plus, répondit-elle. C'est exactement ce dont j'ai besoin. 40 minutes plus tard, elle se tenait devant l'entrée en verre sur la presqu'île de Petrograd. Un immeuble avec sécurité, vue sur l'eau, de nouveaux voisins en doudoune chère. Elle appuya sur le bouton. Oui, une voix dans l'interphone, calme, basse, légèrement fatiguée. Lara Ardina. Je m'appelle Svetlana Komiakova. Je pense que vous connaissez mon mari Romain. Je voudrais parler. La pause fut courte, mais elle l'entendit. Montez. 4e étage. L'ascenseur montait lentement. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle se tenait déjà dans l'embrasure, grande, soignée, avec des mèches de cheveux châtain clair aux tempes. Ce qui la rendait belle n'était pas son apparence, mais sa concentration, comme celle d'un oiseau de proie qui sait attendre depuis longtemps. Svetlana, dit-elle en esquissant un léger sourire et en reculant. Je vous attendais. L'appartement était blanc, comme une salle d'exposition. Un minimum de meubles, de grandes fenêtres, l'eau brillait derrière le verre. Sur la table, 2 verres et une bouteille. Elle la leva, inclinant légèrement la tête. Pas de vin. Dommage. C'est un bon pinot noir.
Elles s'assirent l'une en face de l'autre. Lara ne traîna pas, allons droit au but. Vous avez tout compris. Votre mari prévoit de se débarrasser de vous. Il a un mobile et un accomplice. Je le sais. Je l'ai accompagné. Accompagné sonne plus soigneusement que organisé, dit Svetlana. Je n'organise pas de meurtre. Elle ne cligna pas des yeux. J'organise des affaires. Parfois, des tragédies arrivent aux gens. Le monde est imparfait. Mais nous avons une option où vous restez en vie. Elle poussa vers elle un dossier, presque jumeau de celui que Svetlana avait constitué avec Marina le matin même. Voici les virements de la pratique de Romain vers ma société. Ses observations chez le médecin. Des brouillons de lettres. Et oui, son regard sourit légèrement. Des messages différés. Vous irez avec moi à la police demain à 9h. Nous raconterons toutes les deux, comme une femme inquiète et une partenaire attentionnée, que Romain prépare un crime. Ils l'arrêteront. La pratique sera vendue de toute façon, mais vous resterez en vie et recevrez votre part. Combien vaut ma vie selon vous? La moitié. Environ 12,5 millions chacun. Je prends mes commissions et le risque. Vous, la liberté et l'argent. Tout le monde est content. Sauf Romain. Elle regarda par la fenêtre sur l'eau, qui est toujours la même vue de loin. Et pourquoi devrais-je vous croire? Parce que vous n'avez pas le temps et parce que je vous comprends. À votre âge, dit-elle sans moquerie. La vie est précieuse. On ne peut pas la donner à cause de la stupidité masculine. À mon âge, répondit Svetlana calmement, la vie est aussi longue. Je ne veux pas passer le reste de mes jours à craindre de me retourner. Et je sais que 3 tragédies se sont déjà produites autour de vous avec des hommes semblables à mon mari. Elle ne détourna pas le regard. Des preuves, demanda Svetlana doucement. Pour l'instant, des traces publiques. Mais cela suffit pour comprendre qui vous êtes. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre, regardant en bas. Romain va faire cela bientôt. Très bientôt. Tout est prêt. Assurance, médecin, légende. Et aujourd'hui, il est déjà nerveux. Vous me croyez au moins là-dessus? Svetlana resta silencieuse. Vous avez jusqu'à minuit, continua Lara. Si nous ne parvenons pas à un accord d'ici 12 heures, j'appellerai Romain et lui dirai que vous êtes venu me voir. Qu'il se dépêche. Les gens pressés font des erreurs. Son téléphone vibra brièvement dans son sac. Elle semblait le savoir. Réfléchissez et ne buvez rien qu'il vous servira, ajouta Lara déjà près de la porte. Je préfère que vous veniez demain vivante. Dehors, la pluie tombait, l'eau étirant les lumières sur le bitume. Elle ne rentra pas chez elle, mais se dirigea vers l'eau, là où le vent emporte les pensées superflues. Elle s'assit sur un banc, se couvrit d'une écharpe, sortit son téléphone. Micha l'appelait. Maman, où es-tu? Papa a appelé. Il s'inquiète. Il dit que tu te comportes étrangement. Et que tu as des papiers qui te troublent? Il a trouvé une clinique. On peut juste y aller quelques jours pour voir. Michal, dit-elle, écoute-moi attentivement. Le 12 septembre, où étais-je? D'où viens-je? À Paris pour une conférence. J'ai des billets, un hébergement, des photos. Et aujourd'hui, ton père était chez nous avec le médecin, sortant un dossier avec mes tests du 12 septembre. Comprends-tu? Il y eut un silence à l'autre bout. Pourquoi lui faut-il cela, maman? Parce qu'il prévoit de partir. Elle parla sans trembler. Et parce qu'il a besoin que je sois incapable. Il y a aussi une femme, Lara Ardina. Il lui a transféré de l'argent, a acheté un appartement, prévoit de vendre la pratique. C'est pratique, corrigea-t-elle. Michal, ne dis pas à ton père ce que nous avons dit. Juste viens.
Toi, Marina, et Genia. Regardez tout vous-même et décidez à qui faire confiance. Il soupira. D'accord, je viendrai. Mais, maman, tu me fais peur. Moi aussi, on a essayé de me faire peur, répondit-elle. Nous allons nous en sortir. Abonnez-vous à la chaîne de Nombre